Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder la situation numéro 1 que je vous avais distribuée en classe. C'est une situation qui porte sur la rotation puis qui est quand même pas mal récapitulative d'un paquet de choses qu'on a fait dans le cours de mécanique. Le but du jeu, c'est de calculer la vitesse à laquelle le bloc B va frapper le sol. Le système est initialement en repos, puis on a donné un paquet de caractéristiques. En haut, on a une poulie qui est un cylindre plein. Donc on veut savoir à quelle vitesse le bloc B va frapper le sol et on aimerait faire ce calcul-là de deux façons différentes. Premièrement, en utilisant la dynamique, donc les forces, accompagnées de la cinématique, et dans un deuxième temps, en utilisant le principe de conservation de l'énergie. Je vais faire une vidéo séparée pour chacune des deux techniques. On va commencer maintenant avec la dynamique. Je vais aussi je vais vous montrer comment obtenir le système d'équations qui permet de résoudre le problème, mais je ne vais pas faire tout le détail de l'algèbre, de remplacer les chiffres isolés dans une équation, remplacer dans l'autre. Vous êtes capable de faire ça. Fait que je vais juste vous montrer vraiment la physique du problème, comment on fait pour le résoudre et poser les bonnes équations. C'est ça qui vaut vraiment des points là, dans un exemple. Alors, allons-y. J'ai deux masses qui sont attachées par une corde qui passe par une poulie sans glisser. La poulie a elle-même un rayon et une masse, alors elle n'a pas une masse négligeable. Elle va faire un mouvement de rotation. Premièrement, il va falloir se faire un système d'axes et ensuite il va falloir dessiner les forces ressenties par chaque objet parce que chaque objet va avoir sa propre équation somme des forces égale masse fois accélération ou somme des moments de force égale moment d'inertie fois accélération angulaire pour les objets qui vont faire, pour l'objet qui va faire un mouvement de rotation. J'aime placer mes axes tous dans la même direction, une direction qui suit la corde. Puis je vais dire ici, par exemple, que mon axe des X pour le bloc B va être vers le bas. Mon axe des X pour le bloc A va être vers le haut. Comme ça, les deux blocs, je vais pouvoir leur donner le même déplacement, la même vitesse, la même accélération. Puis les deux, je vais pouvoir leur mettre une vitesse et une accélération positive parce que puisque le bloc B est plus lourd que le bloc A, c'est lui qui va aller vers le bas, puis le bloc A qui va aller vers le haut. Pour mon cylindre qui va tourner, je n'ai pas vraiment nécessairement besoin de mettre des axes parce que ça va être un mouvement de rotation. Puis on a déjà un sens conventionnel pour la rotation. Donc, maintenant, les forces ressenties par chaque objet. Commençons par le bloc A. Le bloc A va ressentir au total deux forces. Il va ressentir son poids, appelons-le le poids du bloc A vers le bas. Il va ressentir une tension dans la corde, appelons-la T. Mais en ce moment, il faut vraiment faire comme s'il y avait deux cordes. Le segment de gauche de la corde qui relie le bloc A et la poulie, ce serait comme une première corde. Puis même si c'est vrai que c'est la même corde qui fait tout le tour pour redescendre jusqu'au bloc B, puisque la corde va créer un mouvement de rotation dans la poulie, la tension dans la corde à gauche et à droite ne seront pas la même. Ici, il y aura une tension qui va être la même que celle-là. Appelons-la T1, T1. Ici, il y aura une tension, appelons-la disons T2. Et ici aussi, T2. Tension T1 et T2 vont avoir des valeurs différentes. Donc ça, c'est mes deux seules forces ressenties par le bloc A, son poids et la tension dans la corde. Le bloc B, c'est très similaire, il ressent aussi son poids, le poids B, et la tension dans la corde, et c'est tout. Pour ce qui est de la poulie, elle ressent les deux tensions dans la corde vers le bas. Techniquement, elle ressentirait aussi son propre poids, le poids de la poulie, qui serait une force appliquée au centre de masse, le poids de la poulie. Puis il y aurait aussi une espèce de force normale, qui serait très grande, qui vient retenir la poulie, dans le fond, qui l'empêche de tomber. Imaginez la poulie, elle est supportée par un axe, c'est cet axe qui empêche la poulie de tomber. Ces deux forces-là sont complètement inutiles dans le problème, j'ai pas besoin de les considérer, je les dessine juste pour que mon schéma soit complet. Maintenant, je suis prêt à écrire mon équation somme des forces et somme des moments de force pour chacun de mes objets. Allons-y en rose. Alors, pour le bloc A, mon équation pertinente, ça va être somme des forces en X appliquées sur le bloc A est égale à la masse du bloc A fois son accélération en X. Je n'ai pas besoin de spécifier que c'est l'accélération en X du bloc A parce que les deux objets qui vont accélérer linéairement ont la même accélération dans ce problème-là, sont reliés par une corde. Je mets juste AX. Quelles sont les forces appliquées sur le bloc A? Il y a la tension T1 qui est dans la direction des X positifs avec comment j'ai mis mon axe. Alors je mets T1, tout le module.
Et le module du poids est tout dans la direction des x négatifs, alors je vais mettre un moins. La masse de A fois G, qui est dans le poids du bloc A, c'est égal à la masse de A fois son accélération en x. J'ai deux inconnus dans cette équation, j'ignore l'accélération en x et la tension T1. Voici une première équation. Je vais lui donner le numéro 1. Prochaine équation. Intéressons-nous maintenant au bloc B. Alors cette fois, la somme des forces en x est égale à la masse du bloc B fois son accélération en x. Faites attention à comment l'axe des x est défini puisqu'il est vers le bas. Cette fois, c'est le poids mb fois g qui va être dans la direction des x positifs et la tension T2 va être dans la direction des x négatifs. Alors maintenant, j'ai ma deuxième équation qui est ici. Il y a deux inconnus dans cette équation, la tension T2 et l'accélération AX. L'accélération à la x est la même que celle dans l'équation du haut. Alors au total, j'ai en ce moment deux équations avec trois inconnus. Je ne vais pas pouvoir, pour tout de suite, résoudre l'entièreté de mon problème. Continuons avec la poulie. Donc pour la poulie, je ne vais pas faire somme des forces en x ou en y parce que la poulie n'aura pas d'accélération ni en x ni en y, puis je ne m'intéresse pas vraiment à savoir c'est quoi la force normale qui est ici. Je m'intéresse plutôt à savoir le mouvement de rotation que la poulie va subir. Je sais que la poulie va subir un mouvement de rotation qui va être dans cette direction parce que c'est le bloc B qui va aller vers le bas. Donc, je m'attends à ce que la poulie ait une accélération angulaire négative. Je vais commencer par écrire mon équation, somme des moments de force égale I fois alpha. Pour les moments de force, j'ai deux forces susceptibles de produire des moments de force, c'est la tension T1 et la tension T2. L'axe de rotation est directement au centre de la poulie. Le bras de levier des forces va être tout simplement égal au rayon de la poulie dans les deux cas. L'angle entre le bras de levier et la force est de 90 degrés dans les deux cas. J'ai une force, la force T1, qui essaie de faire tourner ma poulie dans le sens anti-horaire, et l'autre force T2 qui va faire tourner la poulie dans le sens horaire. Alors, le sens anti-horaire correspond au sens positif de la rotation, donc plus T1, le rayon de la poulie, sinus de 90 degrés, j'ai pas besoin de l'écrire puisque ça donne 1. Puis la force T2, elle, va le faire tourner dans le sens anti-horaire, je mets un signe négatif. Pour ce qui est du moment d'inertie, il faut que j'aille regarder dans la liste des moments d'inertie des différents objets pour constater que le moment d'inertie, dans le cas d'une poulie qui est en fait un cylindre plein, la formule c'est 1/2 fois la masse de la poulie fois son rayon à la 2. Alors je vais remplacer le moment d'inertie par ça. Et finalement j'ai alpha, l'accélération angulaire. Voici donc une troisième formule. Formule numéro 3. Qu'est-ce que j'ai comme chose connue et inconnue dans cette formule? J'ai les deux tensions, T1 et T2, qui sont inconnues, et j'ai aussi l'accélération angulaire qui est inconnue. Les tensions T1 et T2 étaient déjà présentes dans mes deux premières équations. Alpha, c'est un nouvel inconnu. Alors, j'ai en ce moment 4 inconnus, T1, T2, accélération en X et alpha, et seulement 3 équations. Il manque une équation, une relation entre certains de ces paramètres. La relation, c'est la relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. La formule de base, là, c'est accélération linéaire égale le rayon, ici ça sera le rayon de la poulie, fois l'accélération angulaire. Par contre, il faut faire attention parce que c'est possible qu'on ait à manuellement ajouter un signe négatif dans cette équation-là, et c'est le cas ici. Pourquoi? Parce que à cause de comment moi j'ai choisi de placer mes axes, moi j'ai choisi de mettre l'axe des x ici vers le bas et l'axe des x vers le haut. Si mes deux blocs en fait ont une accélération positive, AX positif, ça signifie que mes deux blocs vont accélérer dans le sens de l'axe des x positifs tel que moi je l'ai défini. C'est ce qui va se passer dans le problème. AX va être positif. Si ça s'avère être vrai, et que j'ai une accélération AX positive pour mes deux blocs, ça implique que la poulie doit tourner dans le sens horaire. On n'a pas le choix, le système est fait comme ça. Et si la poulie tourne dans le sens horaire, automatiquement, elle va avoir une accélération angulaire qui est négative. Ça, c'est la convention des signes horaire et anti-horaire pour la rotation. Ça veut dire qu'une accélération positive entraîne une accélération angulaire négative. Cette équation-là, elle n'aurait pas de sens juste comme ça, parce que le rayon, ça, c'est toujours positif.
Pour que mon équation ait du sens, je dois manuellement ajouter un signe négatif ici, moins R fois alpha. Ça, c'est vraiment, c'est pas une règle universelle, c'est à cause de comment moi j'ai choisi de placer mes axes puis comment mon système est fait. L'accélération et l'accélération angulaire doivent toujours avoir des signes opposés dans ce problème-là à cause de comment moi j'ai choisi de mettre mes axes. Voilà. Alors voici mon équation numéro 4, une relation entre AX et alpha. Et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Dans le fond, j'ai 4 équations indépendantes pour 4 paramètres inconnus. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est remplacer les chiffres connus, les masses, G, le rayon, et remplacer dans une équation, isoler dans l'autre, faire le patatras algébrique et obtenir ma réponse. La réponse que j'obtiendrai dans ce problème-là, en fait, les différentes réponses que j'obtiendrai, je vous les écris ici. Alors, voilà les 4 réponses au système d'équations qu'on avait en haut. Ça va, dans le fond, la partie qui est vraiment importante là-dedans, c'est l'accélération en X de mes blocs A et B. La deuxième partie du problème, je vais chercher à déterminer la vitesse à laquelle ce bloc frappe le sol. Maintenant que j'ai l'accélération, je vais être capable d'utiliser la cinématique du mouvement uniformément accéléré. J'ai un bloc qui accélère uniformément dans une direction que j'ai appelée X. Je connais la distance que ce bloc doit parcourir, je connais son accélération, je connais sa vitesse initiale qui est 0, sa position initiale, puis tout ça. Je vais être capable de déterminer la vitesse finale au moment de frapper le sol. Donc, disons que sa position initiale, mettons du bas de mon bloc, c'est x égale 0, et que la position finale de combien il va devoir descendre, si ça c'est 20, ça c'est 6, ça veut dire qu'il va devoir parcourir 14 cm avant de frapper le sol, ce sera son x final. Je connais sa vitesse en x initiale aussi, je vais juste m'écrire ça, x0 c'est 0, x c'est 14, mettons tout ça en mètres. La vitesse initiale est nulle, la vitesse finale, c'est mon inconnu, et mon accélération est un paramètre connu. Je l'ai calculé dans la première partie du problème. Je ne sais pas non plus le temps que ça va prendre pour me rendre jusqu'en bas. Choisir, on pourrait le résoudre en une seule équation en prenant la bonne, dans la famille des 4 équations de la cinématique. Ma préférence personnelle, c'est de toujours utiliser les 2 équations fondamentales pour la position et la vitesse en fonction du temps. Je vais remplacer mes valeurs, isoler mes chiffres, calculer ma réponse. Et voilà notre réponse à la première partie du problème. Fait que 0.691 mètres par seconde, ça va être la vitesse finale du bloc au moment où est-ce que ça touche le sol. Je vais faire une vidéo séparée pour ce problème avec la version conservation d'énergie, fait qu'une autre façon de calculer cette même réponse-là. J'espère que c'était clair. Merci d'avoir écouté.